Quelle est la forme de l'univers? Voilà bien une question à laquelle personne n'a de réponse. Même si de prime abord le sujet peut paraître simple, les limites de nos connaissances et de nos observations nous empêchent de déterminer la forme de notre univers. À tout cela s'ajoutent les questionnements: l'univers est-il fini ou infini? En ayant une vision locale, comment pourrions-nous comprendre quelque chose à l'échelle globale? De plus, il faut prendre en compte le fait que l'univers soit en expansion, ce qui pourrait modifier sa forme. Un tas de questionnements, un tas de problèmes à résoudre, avec des résolutions qui créent de nouveaux problèmes. Après tout, n'est-ce pas ça la beauté de la science? Évidemment, il y a des hypothèses, et nous allons les voir. Mais avant ça, il faut bien comprendre le problème auquel on fait face. Pour commencer, il faut comprendre la bulle de l'univers observable. L'univers observable est la partie de l'univers que nous sommes en mesure d'observer depuis la Terre, en utilisant des télescopes et d'autres instruments d'observation. Cependant, il est crucial de comprendre que l'univers dans son ensemble est bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Les astronomes estiment que l'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Cela signifie que la lumière provenant des objets les plus éloignés que nous pouvons observer aujourd'hui a parcouru 46,5 milliards d'années-lumière depuis le Big Bang. La limite entre les objets les plus éloignés observables et ce qu'il y a après est appelée l'horizon cosmologique. La question fondamentale qui se pose est donc la suivante. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir au-delà de l'horizon cosmologique? La réponse réside dans la nature même de la lumière et de l'expansion de l'univers. La lumière est le moyen de communication le plus rapide de l'univers, se déplaçant à une vitesse d'environ 299 792 458 mètres par seconde dans le vide. Cependant, même à cette vitesse vertigineuse, la lumière a ses limites. L'univers est en expansion depuis le Big Bang, un événement qui s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. En conséquence, avec l'énergie noire, les objets lointains s'éloignent de nous à des vitesses de plus en plus élevées à mesure que l'univers s'étend. Cela signifie que la lumière provenant de ces objets doit parcourir une distance de plus en plus grande pour nous atteindre. De plus, l'expansion de l'univers affecte la longueur d'onde de la lumière, la faisant s'étirer vers le rouge, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge. En fin de compte, l'expansion de l'univers et le décalage vers le rouge font en sorte que la lumière émise par les objets lointains devienne de plus en plus faible et rouge, rendant leur observation de plus en plus difficile. Lorsque la distance qui nous sépare d'un objet devient suffisamment grande, le décalage vers le rouge est si extrême que la lumière émise par cet objet devient infrarouge. Puis finalement, elle devient inaccessible à nos télescopes et aux autres instruments d'observation. C'est à ce stade que la notion de la bulle d'univers observable entre en jeu. Cette bulle représente donc la région de l'univers à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, et où les effets du décalage vers le rouge ne sont pas extrêmes. Tout ce qui se trouve au-delà de cette bulle est hors de notre portée en raison de l'expansion de l'univers et de l'effet du décalage vers le rouge donc. Nous ne pouvons pas observer ces régions éloignées de l'univers, et elles restent un mystère. Néanmoins, il est important de noter que la bulle de l'univers observable est en constante expansion à mesure que l'univers continue de se développer. De nouveaux objets entrent dans notre champ d'observation à mesure que la lumière qu'ils émettent ait le temps de nous parvenir. Ainsi, notre compréhension de l'univers s'étend progressivement au fil du temps, mais il existe toujours une limite infranchissable au-delà de laquelle nous ne pouvons ni voir, ni explorer. Voilà, il était important de définir tout cela pour comprendre qu'on ne peut pas savoir tout ce qu'il y a dans l'univers. Et en l'occurrence, on ne peut pas savoir s'il y a des bords avec notre compréhension de la physique et des mathématiques actuelles. Il est impossible de les définir, encore moins de les observer ou simplement de savoir s'il y en a. Donc, ne sachant pas s'il y a une limite ou non, nous ne pouvons pas savoir si l'univers est infini ou pas. Et une question émerge par rapport au sujet de la vidéo: si l'univers est infini, peut-il avoir une forme? Pour aborder cette question, commençons par définir certains termes clés. Un univers infini est un univers qui s'étend indéfiniment, sans limite spatiale. Ça signifie qu'il n'a pas de bord ou de frontière au-delà de laquelle il cesserait d'exister. Une forme, quant à elle, c'est une caractéristique qui décrit la structure et la géométrie de l'univers. Au premier abord, l'idée d'un univers infini peut sembler incompatible avec l'idée de forme, car la notion d'infini peut sembler dépourvue de limites ou de structure. Cependant, il est important de noter que la notion d'infini peut être trompeuse. En mathématiques, par exemple, l'infini est souvent utilisé comme un concept abstrait pour représenter une quantité sans fin. Mais ça ne signifie pas nécessairement que cette quantité est dépourvue de structure. Dans le domaine de la cosmologie, plusieurs théories ont été proposées pour décrire la forme de l'univers
en supposant qu'il puisse être infini. L'une de ces théories est la géométrie de l'univers qui se ferait par rapport à sa courbure, qui peut prendre différentes formes, plates, sphériques ou hyperboliques. Ces formes sont souvent associées à la courbure de l'espace-temps, telle que décrite par la relativité générale d'Albert Einstein. On reviendra sur ces dernières plus tard, Et ces structures autorisent autant un univers fini, parce qu'après on va revenir dessus, qu'infini, comme là. En fait, ce qu'il faut retenir de ces trois courbures, qui ne sont pas des formes, est que si l'univers est infini, sa forme pourrait découler de la manière dont la courbure de l'espace-temps se propage à travers l'infini. Une autre perspective intéressante est la notion d'infini mathématique. Les mathématiques contiennent de nombreux concepts liés à l'infini, et ces concepts sont régis par des règles mathématiques précises, et ils peuvent être utilisés pour modéliser des structures mathématiques infinies qui ont une forme définie. Il est donc possible que, même dans un univers infini, il existe des structures mathématiques sous-jacentes qui lui donnent une forme. Bon, si on approfondit, il y a de quoi se péter le cerveau. Donc en conclusion, la question de savoir si un univers infini peut avoir une forme est une question complexe qui suscite de nombreuses discussions au sein de la communauté scientifique et même philosophique. Et bien que l'idée d'un univers infini puisse sembler dépourvue de limites ou de structures, les théories cosmologiques et les concepts mathématiques nous offrent des moyens d'aborder cette question de manière plus nuancée. Ainsi, oui, un univers infini pourrait hypothétiquement avoir une forme suivant les courbures qu'on a vues. Et maintenant, avec les univers finis, la question est de savoir quelle forme. Et bien avant ça, il faut être sûr de bien comprendre ce qu'est la notion de forme. La topologie est une branche fondamentale des mathématiques qui se consacre à l'étude des propriétés géométriques des objets mathématiques en se concentrant sur les notions de proximité et de continuité. Elle constitue un pilier essentiel de la géométrie moderne en élargissant la notion de forme, de distance et de dimension au-delà des concepts classiques de la géométrie euclidienne. Le terme topologie provient du grec topos qui signifie lieu et logos qui signifie étude ou science. Donc la topologie, c'est littéralement la science de l'étude des lieux. Mais elle va bien au-delà de la simple étude de l'espace. Elle explore la structure des objets mathématiques en préservant les propriétés importantes lors de transformations continues. Ça signifie que, dans la topologie, deux objets sont considérés équivalents s'ils peuvent être transformés l'un en l'autre sans déchirure, pliage ou recollage. L'une des idées clés de la topologie, qui est un peu plus complexe, est de définir des concepts de proximité et de continuité sans recourir à des mesures précises de distance, comme celle utilisée en géométrie euclidienne. Au lieu de cela, la topologie s'intéresse aux ensembles et à la manière dont les éléments de ces ensembles sont reliés les uns aux autres. La topologie trouve des applications dans de nombreux domaines des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la chimie et même de l'informatique. Elle est particulièrement utile pour comprendre les espaces déformables, comme les surfaces, les variétés, les courbes et les espaces de dimension supérieure. Elle fournit également des outils pour résoudre des problèmes liés à la connectivité, à la continuité et à la structure des objets mathématiques. En somme, la topologie est une discipline mathématique qui explore les propriétés fondamentales de l'espace et de la forme en utilisant des concepts abstraits de proximité et de continuité. Elle offre un cadre puissant pour comprendre et classer une grande variété de structures mathématiques et elle continue d'inspirer de nouvelles découvertes et applications à travers de nombreux domaines de la science et de la recherche. Et un exemple pour comprendre à quel point c'est génial, une tasse est un donut, ou en termes plus mathématiques, un tore. Je préfère dire donut car je préfère les donuts. En fait, un des principes fondamentaux en topologie est le concept d'homéomorphisme. Deux espaces topologiques sont dits homéomorphes s'ils peuvent être mis en correspondance de manière continue, sans distorsion ni déchirure. En d'autres termes, ils ont la même forme topologique, même s'ils peuvent différer en apparence ou en dimension. Un exemple plus classique et terriblement simple d'homéomorphisme est la transformation d'un cercle en une ellipse. Du point de vue de la topologie, ces deux formes sont équivalentes, car il est possible de les déformer l'une dans l'autre sans rompre la continuité. Mais bon, ça n'est pas amusant. Voici des exemples incroyables d'homéomorphisme. Voilà, après ce plaisir cérébral, il faut savoir que la topologie étudie également la notion de dimension. Bon, on l'a déjà un peu évoqué. Dans la géométrie euclidienne, la dimension est un concept très intuitif. Mais en topologie, les dimensions peuvent être plus abstraites.
Les espaces topologiques peuvent avoir des dimensions fractionnaires, voire infinies. Bonne chance de vous représenter ça. Ce qui permet d'explorer des structures complexes et de comprendre comment différentes formes topologiques peuvent être imbriquées. Donc la topologie offre un cadre mathématique riche, très riche, pour comprendre la structure de l'espace et de la forme, tout en permettant l'étude de structures mathématiques complexes dans des espaces de dimensions variées. Grâce à son approche abstraite et à ses applications diverses, la topologie demeure un domaine fascinant des mathématiques, avec un impact profond dans de nombreux domaines de la science. Et grâce à ce domaine, on peut mieux comprendre la forme de l'univers. Bon, au final, cette introduction à la topologie était très longue par rapport au peu qu'on va voir avec la topologie. Mais bon, avant toute chose, il faut savoir qu'en général, on part très souvent du principe que l'univers est plat. Et avec nos connaissances actuelles, c'est le scénario qui semble être le plus probable. Rien à voir avec les platistes, hein. Passage. Pour comprendre cela, nous devons revenir sur la théorie de la relativité générale, formulée par Einstein en 1915. Cette théorie décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de matière et de l'énergie. Ça, tout le monde le sait. L'une des conséquences importantes de la relativité générale est la possibilité que l'univers ait une géométrie courbée, ce qui signifie que l'espace pourrait être plat. Bon, donc là c'est pas une géométrie courbée en fait, mais après on va voir qu'il peut aussi être sphérique ou hyperbolique. Ces trois courbures, on en avait parlé juste avant, hein. Mais attention, puisque c'est l'espace-temps qui est plat, alors c'est la surface qui est plate, qui a donc une courbure dite nulle. Et en topologie, cette courbure nulle peut donner que 6 formes possibles. Et attention, la courbure nulle, ce n'est pas la forme que je vous montre, hein. Ce n'est pas une feuille, qui est une forme, qui peut donner ces 6 formes possibles, hein. Mais c'est une courbure nulle qui donne ces formes pour l'univers. Et la plus simple de ces formes étant celle d'une bouée, donc notre donut, donc un tore. Pour comprendre ça, il vous suffit de prendre une feuille de papier, même si en fait ça ne peut pas marcher avec une feuille de papier. Bon, dans Pac-Man, on cherche à se téléporter pour passer d'un endroit à un autre. Et là, ça ne marche pas comme ça. Ainsi, on peut plier la feuille de papier pour faire un tube. Et là, on arrive bien aux extrémités. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la feuille de papier, hein, parce que quand on plie, on arrive bien aux extrémités. Mais après, ça ne marche pas, parce que après, vous ne pouvez pas faire le reste. En fait, après, il faut relier l'autre extrémité, et vous arrivez bien à votre tore. Donc un tore a bien une surface dite plate. Surface à différencier de forme, donc. Ainsi, notre univers a des chances d'être un tore. Oui, c'est très perturbant. Mais la question est pourquoi parmi les 3 courbures possibles de la relativité générale, la courbure nulle, donc une surface plate, est la plus plausible. Pour comprendre cela, il faut bien comprendre les courbures possibles. Si la courbure est dite nulle, alors on a affaire à un espace plat. Et dans cet espace, par exemple, on peut prendre un triangle, la somme des angles fera toujours 180 degrés. Et si on a un triangle rectangle, alors le théorème de Pythagore est vrai. La géométrie euclidienne fonctionne parfaitement. Cependant, si la courbure est positive, alors on a un espace sphérique dans lequel le théorème de Pythagore n'est pas vrai et dans lequel la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés. Pour finir, si la courbure est dite négative, alors on a un espace hyperbolique, un truc qui ressemble à la selle d'un cheval, hein, dans lequel le théorème de Pythagore n'est toujours pas vrai et dans lequel la somme des angles d'un triangle est inférieure à 180 degrés. Une autre manière de différencier ces surfaces est de se dire qu'avec une courbure nulle, deux droites parallèles ne se toucheront jamais et resteront parallèles. Ça, tout le monde le sait. Avec une courbure positive, cependant, deux droites parallèles et avec une courbure négative, ces dernières s'éloigneront. N'oubliez pas que quand je vous dis ça, je parle de la surface et non de la forme. Et alors, pourquoi sommes-nous si convaincus que l'univers est plat? Dans un univers plat, les lignes droites dans l'espace-temps sont définies de la même manière que dans la géométrie euclidienne classique, que nous utilisons pour dessiner des triangles sur du papier. Ça signifie que si vous prenez deux lignes parallèles, elles restent parallèles et ne se croisent pas, quelle que soit leur longueur ou leur distance. Cette propriété, des rayons parallèles, est donc vérifiable à de grandes échelles dans l'univers, grâce à des observations cosmologiques. De plus, l'une des preuves les plus convaincantes en faveur de l'univers plat est fournie par l'étude du fond diffus cosmologique. Ce rayonnement est mis 380 000 ans après le Big Bang. Son étude qui montre aussi que les triangles dessinés dans le ciel cosmique ont des angles qui totalisent 180 degrés, ce
qui est une caractéristique de la géométrie dite plate. Mais comme on l'a vu dans la partie 1, nous ne voyons l'univers qu'à une échelle locale, et pas globale, avec une vision vachement restreinte, ce qui nous empêche de déduire la moindre forme. Tout ce que je dis peut être réfuté du jour au lendemain par une personne qui aura su voir plus loin qu'Einstein, ou au contraire, être vérifié, même si on sait plus facilement réfuter quelque chose que le vérifier. Pour réfuter quelque chose, c'est pas compliqué en science, il suffit de prendre quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'on cherche à démontrer, et c'est faux. Avec cette façon de raisonner, tous les textes religieux sont faux, puisqu'il suffit de prendre un élément faux, comme la création du monde en 7 jours, et on sait démontrer que c'est faux, pour dire que tout le reste est faux ou ne tient pas la route. Mais dans notre monde maudit, la foi est plus grande que la logique, ainsi continueront de prospérer les religions. Mais je digresse, passons à la suite. Alors, un point que vous allez peut-être trouver drôle est qu'il y a d'autres études scientifiques qui sont en faveur de l'idée d'un univers sphérique. En fait, c'est pas drôle. Selon Alessandro Melchiori, il y a plus de 99 chances sur 100 pour que l'univers soit clos. Ce n'est pas nous qui le disons, mais les données du satellite Planck. Donc en fait, c'était pas de Melchiori. Ce dernier, Eleonora Di Valentino et Joseph Silk, sont arrivés à la conclusion, avec le satellite Planck, que l'univers serait sphérique. Parce que pour eux, les micro-ondes du fond diffus cosmologique, je vais pas revenir sur ce dernier, elles se courbent. Donc c'est en contradiction avec les autres études. Leur étude, qui est très sérieuse, a fait en sorte de relancer le débat sur la courbure de l'univers et a fait en sorte que cette vidéo soit plus longue, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner au passage. Alors, pourquoi maintenant on pourrait penser que l'univers soit sphérique? C'est dû au fait que cette équipe de chercheurs a remarqué des fluctuations dans le fond diffus cosmologique. Et avec Planck et des calculs en géométrie non euclidienne, vu que nous ne sommes pas dans un espace plat, on remarque que les rayons convergeraient. Bon, pour beaucoup de scientifiques, leurs résultats ne sont qu'un coup de bol statistique. Donc le consensus scientifique, on repassera. Pour le moment, on est toujours plus en faveur d'un univers en tor. Donc le donut. Mais vous savez ce qu'il y a de mieux qu'un tor? Ça. Un dodécaèdre. Pourquoi c'est mieux? Aucune idée. Mais c'est plus beau, il faut l'avouer. En fait, c'est un polyèdre à 12 faces. Ces faces étant des pentagones. En réalité, on dit qu'on a affaire à un espace dodécaédrique de points carrés, comme Henri Poincaré donc. Entre cette vidéo et la précédente, on parle toujours d'un chien des points carrés, c'est incroyable. Bon, ce dodécaèdre est un candidat potentiel pour la forme de l'univers, grâce à une équipe de chercheurs de l'Observatoire de Paris, menée par nul autre que Jean-Pierre Luminet. Si l'univers était dodécaédrique, le fond diffus cosmologique devrait posséder des motifs sphériques. Bon, ces motifs n'ont pas encore été détectés, malheureusement, Et au passage, ces motifs seraient des figures d'interférence dues au fait qu'un espace dodécaédrique serait un espace multiconnexe. En gros, si vous entrez par une face, vous allez ensuite rentrer par l'autre qui est à l'opposé. C'est le petit système amusant. Il y a aussi une autre hypothèse d'univers, qui est cette fois-ci un espace icosaédrique. Un icosaèdre est un polyèdre à 20 faces. Cet icosaèdre fonctionnerait comme le dodécaèdre. Il serait donc multiconnexe, fini et sans bord donc. En fait, là, on vient de citer les deux derniers solides platoniciens. Les solides platoniciens, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les solides associés aux 4 éléments et à l'éther. Vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples! Allez, d'accord. Le tétraèdre, pour le feu. Le cube, pour la terre. L'octaèdre, donc 8 faces, pour l'air. L'icosaèdre, pour l'eau. Et enfin, le dodécaèdre, pour l'éther. Pour une fois que je peux montrer quelques exemples de ma collection de Rubik's Cube. Enfin, quelqu'un à qui le montrer. Bon, en fait, c'était pas des exemples, je les ai tous cités, les solides platoniciens. Bon, fin de la digression. Luminet considère les deux dernières formes traitées comme étant des formes d'univers chiffonnées. Aucune idée pourquoi chiffonnées, Puisqu'on passe d'une face à l'autre, la lumière aussi passe d'une face à l'autre. Donc la lumière pourrait probablement se balader d'une face à l'autre en renvoyant toujours la même image. Comme quand vous êtes entre plusieurs miroirs et que les images sont renvoyées à l'infini. Ce qui ferait que notre univers serait bien plus petit qu'on pourrait le croire, puisqu'on verrait une infinité de fois les mêmes objets célestes. Ce sont des théories amusantes, mais il faut avouer que c'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui fait que ça serait encore plus incroyable si l'univers était réellement comme ça. Mais bon, malgré notre ignorance dans de nombreux domaines, on sait de plus en plus de choses. Et plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte que l'univers dans lequel nous vivons est magnifique. Que l'on croit que notre univers soit l'œuvre d'un vieux barbu ou non, on s'accorde tous pour dire qu'il est grandiose. Et pour terminer avec un vieux barbu,